maintenant, on a des deux interventions sur les États-Unis et la Chine. L'idée est de donner un cadre général aux tensions, au contexte politico-commercial entre les deux États. Et je donne tout de suite la parole à Mathilde Vellier, qui est doctorante à Paris 1 et qui va nous présenter les États-Unis. Est-ce qu'ils sont toujours leaders ou non? Mathilde, à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Formidable. Merci beaucoup Romain et merci beaucoup aux intervenants pour cette table ronde qui recoupe justement beaucoup d'aspects que je voudrais évoquer et qui étaient vraiment très intéressantes. Alors je vais tenter de partager mon écran d'un seul coup d'un seul. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ouais, c'est parfait. Formidable. Alors, voilà, la conférence que je voudrais présenter s'intitule « Les États-Unis toujours leaders » puisque, comme vous le savez, durant les 3 derniers quarts de siècle, les États-Unis ont été à la tête du développement et de l'innovation technologique dans le monde, catalysés par le lancement du satellite Sputnik et plus largement par la nécessité de concurrencer l'Union soviétique. Les États-Unis ont massivement investi dans la recherche et le développement scientifique et ce sont ces investissements qui lui ont assuré une position de leader économique et technologique, un avantage qualitatif de son armée et de son secteur privé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une convergence de facteurs depuis quelques années qui change la donne, avec d'abord un changement de nature des technologies et de l'innovation, puisque le rythme de l'innovation technologique s'est très fortement accéléré, et celle-ci ne provient plus principalement du monde de la défense, mais plutôt du secteur privé, avec des technologies qui sont souvent à double usage, donc utiles à la fois pour le secteur civil et le secteur militaire, et des technologies avancées qui sont construites par des chaînes d'approvisionnement complexes qui s'étendent sur toute la surface du globe, ce qui crée une interdépendance et ce qui rend très difficile pour les États d'utiliser les leviers politiques nationaux traditionnels pour façonner leur base manufacturière. Et le deuxième ensemble de facteurs, c'est bien sûr la compétition accrue avec la Chine, qui, contrairement à l'URSS, est à la fois un partenaire commercial majeur des États-Unis et un rival dit systémique. Ce qui me semble très intéressant, c'est que les principaux griefs qui ont justifié récemment, sous l'administration Trump, l'imposition de barrières douanières et le début de ce qui a été appelé la guerre commerciale sont en fait assez anciens. Donc, toutes les questions de déficit commercial, manipulation de la monnaie, les transferts forcés de technologie, bien sûr, qu'on a évoqué dans la table ronde, les vols de propriété intellectuelle, etc. Il y a déjà eu des lois devant le Congrès à partir du milieu des années 2000 qui cherchaient à punir la Chine en réponse à certaines de ces accusations. Et avant même la présidence Trump, les États-Unis avaient déjà fréquemment, une vingtaine de fois, je crois, poursuivi la Chine devant l'OMC sur des questions semblables comme le dumping, les subventions illégales ou les questions de propriété intellectuelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a observé un net durcissement de la ligne américaine face à la Chine plutôt à partir de la fin du mandat de Barack Obama et ensuite sous les administrations Trump et Biden? Je trouve que ça a été assez bien résumé de la réponse courte, on va dire. C'était la métaphore sportive de Barack Obama qui compare la relation sino-américaine à un match de basket. C'est-à-dire que tant que les États-Unis dominaient très largement au score, l'équipe chinoise pouvait un peu tricher et donner des coups de coude. Les États-Unis pouvaient se permettre de l'ignorer, mais maintenant que, je cite, le score est beaucoup plus serré, il serait peut-être temps que les États-Unis eux-mêmes réagissent et donnent quelques coups de coude. Donc c'est cette montée en puissance et en gamme de la Chine sur le plan économique, militaire et technologique qui est perçue comme une menace au leadership américain et ce qui entraîne la réaction, bien sûr, des États-Unis. Pour développer un peu cette réponse, je voudrais organiser ma présentation en 3 points. D'abord, vous présenter quelques-unes des sources d'inquiétude américaines pour ensuite rappeler que les États-Unis conservent tout de même un certain nombre d'atouts conséquents et surtout, comme le suggérait déjà Barack Obama, qu'ils ont renforcé leur politique sous un très grand nombre de dimensions pour répondre à ce défi. Tout d'abord, les sources d'inquiétude américaines. En premier lieu, elle porte sur le fait que la compétition avec la Chine se concentre sur le socle même de l'innovation.
tout ce qui est brevets, R&D et publications scientifiques, avec les chiffres des brevets qui ont déjà été évoqués par Julie Hervé pendant la conférence, avec 2 fois plus de brevets qui sont déposés auprès de l'Office chinois qu'auprès de l'Office américain. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à l'échelle internationale, alors que depuis la création du système international des brevets il y a 40 ans, les États-Unis ont toujours occupé la première place en nombre de brevets déposés, ils ont été dépassés, comme le disait Madame Hervé, par la Chine en 2019. Et c'est intéressant de souligner aussi que justement pour la 4e année consécutive en 2020, la première entreprise dépositaire de ces brevets à l'échelle internationale n'était nulle autre que l'entreprise Huawei. Ensuite, c'est aussi intéressant de souligner qu'une des inquiétudes américaines, c'est la baisse des investissements fédéraux dans la R&D en pourcentage de l'économie globale, qui ont baissé depuis le milieu des années 80, ce qui, selon certains observateurs américains, est problématique parce que ces investissements ont été cruciaux par le passé et ont permis une grande partie des inventions déterminantes américaines. On peut également citer comme autre exemple la question des articles scientifiques, des publications scientifiques, puisqu'il y a une étude qui a montré que sur les 30 domaines technologiques concentrant le plus d'attention scientifique, je ne vous ai proposé ici que les 15 premiers, c'est déjà assez dense, la Chine dépasse les États-Unis et tout autre pays dans 23 de ces domaines sur 30. La conséquence de ça, c'est que dans certains secteurs, le leadership américain est contesté, voire révolu, ce qui inquiète aussi beaucoup les États-Unis, évidemment. Grâce à des politiques ambitieuses chinoises qu'a déjà évoqué Antoine Bondas, comme Made in China 2025 et d'autres initiatives, de forts progrès chinois qui leur ont permis d'être leaders dans certains domaines, avec bien sûr le plus connu étant la 5G. Justement, ce qui est intéressant, c'est que pour l'exemple de la 5G, les États-Unis se sont fait distancer par les entreprises chinoises et leurs concurrents suédois, coréens et finlandais, à la fois en termes de brevets et de parts de marché dans le développement des infrastructures. Vous voyez ici un graphique qui représente les entreprises détenant le plus de parts de marché, de brevets, de familles de brevets sur la technologie 5G, avec en rouge les entreprises chinoises, dont bien sûr Huawei et ZTE dans les principales, et en bleu certaines entreprises américaines qui restent significatives avec Qualcomm à 12%. Mais quand on compare les deux couleurs, il ne fait pas de doute que les entreprises chinoises détiennent bien plus de brevets. Et c'est encore plus marquant sur la question des parts de marché des infrastructures, des fournisseurs d'infrastructures, donc de stations de base de la 5G, avec cette fois-ci une absence d'entreprises américaines et une concentration de presque un tiers des parts de marché par l'entreprise chinoise Huawei, avec d'autres entreprises comme Ericsson et Nokia en forte position également. Alors, l'exemple de la 5G, c'est le plus connu, mais on peut également citer le secteur de l'intelligence artificielle, dans lequel les États-Unis restent tout de même en tête en matière de R&D de pointe, de puces spécialisées et de talents, mais dans lequel la Chine a fortement réussi à diminuer l'écart avec les États-Unis et a même dépassé, vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, les États-Unis en nombre d'articles scientifiques publiés sur l'IA. Et ces progrès chinois ont été facilités par le fait que déjà, ils maîtrisent une masse de données assez considérable. Ils prévoient de posséder 30% des données mondiales d'ici 2030. Et aussi par le fait que la Chine a réussi à considérablement augmenter sa puissance de calcul et parmi les 500 plus puissants supercalculateurs du monde aujourd'hui, elle en possède déjà 214 contre seulement 113 américains. Cependant, je pense qu'il faut quand même nuancer ce premier rapport, puisque les États-Unis conservent des atouts conséquents, y compris dans le socle de l'innovation que j'ai mentionné tout à l'heure. En effet, les États-Unis conservent un système d'éducation qui est absolument de pointe et reconnu comme tel, avec par exemple le classement Times Higher Education qui place 38 universités américaines dans le top 100 et dans le top 10 que vous voyez affiché à l'écran, 8 universités américaines, contre 6 au total universités chinoises dans le top 100. En outre, les chiffres R&D que j'évoquais tout à l'heure sont à nuancer, puisque certes, les chiffres de l'investissement R&D du gouvernement
en pourcentage de l'économie nationale ont eu tendance à décliner ces dernières années, mais grâce à la forte augmentation des investissements privés, au total, les États-Unis restent largement premiers dans l'investissement en R&D, avec plus de 600 milliards investis en R&D en 2018, soit 100 milliards de plus que le numéro 2, qui est sans surprise la Chine. Et même à l'échelle des entreprises, que voilà, je crois avoir affiché ici, à l'échelle des entreprises, les investissements en R&D sont largement supérieurs que pour les entreprises chinoises, puisqu'on voit que dans ce classement des entreprises qui investissent le plus dans la R&D, il n'y a que Huawei comme entreprise chinoise contre Amazon, Alphabet qui est Google, Microsoft, Apple et Facebook dans les entreprises américaines, donc qui sont à la fois plus nombreuses dans le classement et présentent des chiffres beaucoup plus élevés dans l'investissement en R&D. Et enfin, pour conclure sur la question des brevets qui avait aussi été évoquée dans la table ronde, effectivement, en termes de quantité, la Chine dépose beaucoup plus de brevets à la fois dans son office national et à l'échelle internationale. Mais certains indicateurs ont montré qu'en termes de qualité, leurs brevets n'étaient pas encore au niveau des brevets, par exemple, américains ou coréens, japonais ou allemands, par exemple. Et cela, ça explique que les États-Unis, grâce à leur système d'éducation, leurs investissements en R&D et la qualité de leurs brevets, entre autres indicateurs, restent leaders dans un certain nombre de domaines qui sont non seulement de pointe, mais qui sont des domaines technologiques clés. L'exemple des semi-conducteurs est assez parlant en cela, puisque les États-Unis sont leaders de l'industrie mondiale des semi-conducteurs et détiennent près de la moitié du marché des ventes mondiales, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Ce qui a pour conséquence que certains pays comme la Chine sont complètement dépendants des États-Unis pour ces semi-conducteurs, notamment les semi-conducteurs de pointe qui sont les plus miniaturisés. Or, ces puces sont indispensables pour un grand nombre d'applications technologiques et donc cette dépendance constitue un frein, par exemple pour les ambitions en matière d'intelligence artificielle chinoise. Un autre atout que je voulais signaler et qui a déjà été beaucoup exploré, c'est le soft power qui reste inégalé des États-Unis. Donc, le soft power étant un concept Joseph Nye qui a déjà été largement évoqué par rapport aux États-Unis, donc que je ne détaillerai pas, mais je voulais juste vous donner un exemple pour vous, experts de la propriété intellectuelle. Vous connaissez sans doute le classement réalisé par Interbrand qui évalue la valeur, non pas des entreprises, mais des marques les plus importantes mondiales. Vous voyez ici le classement 2020 et en rouge, les entreprises américaines, donc qui gardent des marques, qui conservent des marques d'une grande valeur à l'international et avec à cela, bien sûr, tout le rayonnement culturel qui peut s'ajouter en matière de propriété littéraire et artistique. Et lié à ce point du soft power, il y a évidemment le fait que les États-Unis demeurent une puissance numérique qui n'est certes plus hégémonique, mais qui est absolument majeure, avec les fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont les 5 entreprises américaines dans le top 10 des entreprises capitalisées en bourse. Et ça a bien sûr un lien avec le soft power, puisque ça contribue au soft power américain, dans la mesure où ces plateformes numériques sont structurantes pour toute la propriété littéraire et artistique, dans la mesure où elles peuvent imposer leurs conditions de diffusion, de droits d'auteur et même de production de contenu au sens large. Mais ça dépasse largement l'enjeu du soft power, puisque la domination des GAFAM américains donne un grand pouvoir au gouvernement américain, dans la mesure où ces entreprises sont soumises aux lois américaines, dont par exemple la loi qui s'appelle le Cloud Act, qui a été adoptée en 2018, qui donne le droit au gouvernement américain d'avoir accès aux données personnelles conservées par les GAFAM sur des individus ou des entreprises situées n'importe où dans le monde, bien au-delà des États-Unis. Ce qui est évidemment un atout de puissance particulièrement important, surtout aujourd'hui, vu l'enjeu autour des données. Et enfin, le dernier atout que je voudrais souligner, c'est l'influence décisive que conservent les États-Unis auprès de leurs alliés, à la fois parce que sur certains sujets, il y a une convergence d'intérêts. Par exemple, ça a été très clair avec les annonces qu'on a déjà mentionnées d'avant-hier sur le fait que la forte inquiétude sécuritaire envers la Chine, qui est partagée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, entre autres, bien sûr, a permis de créer un partenariat, le partenariat AUKUS qui a été annoncé avant-hier, et qui d'ailleurs a un volet sous-marin que
on a bien souligné en France, mais qui a aussi un volet cyber, intelligence artificielle et quantique pour renforcer la coopération sur ces points-là. Mais l'influence décisive auprès des alliés que conservent les États-Unis, elle s'est aussi exercée par la diplomatie très offensive des États-Unis qui a été menée notamment sous l'administration Trump, qui n'a pas hésité à faire usage de moyens de pression comme menacer de restreindre le partage de renseignements ou l'accès au marché américain, etc. Ce qui a été très visible avec, bien sûr, la question de la diplomatie de sensibilisation aux menaces, la Threat Awareness Diplomacy, qui a été déployée pour empêcher, pour tenter de dissuader les partenaires américains de développer la 5G de Huawei. Alors, cette diplomatie a été destinée à un très grand nombre de pays. Et l'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui du Royaume-Uni, puisque en janvier 2020, le Royaume-Uni avait autorisé Huawei à participer à hauteur de 35% à la construction du réseau non stratégique 5G. Mais suite à la pression américaine, le gouvernement britannique a fait complètement volte-face en mai 2020 et a annoncé l'interdiction de ces infrastructures 5G et même le retrait obligatoire d'ici 2027. Cette diplomatie de sensibilisation aux menaces est un des aspects de la réponse américaine qui a été vraiment renforcée et qui est aujourd'hui multidimensionnelle, qui a eu lieu à partir de notamment la fin du mandat de Barack Obama. Cette réponse politique a de nombreuses facettes. Je pense qu'on peut résumer l'objectif sous deux pans principaux. D'abord, ralentir les concurrents au nom de la sécurité nationale et en premier lieu, bien sûr, la Chine, le développement technologique, économique et militaire de la Chine. Et en second lieu, l'idée de devoir courir plus vite que ses compétiteurs, to run faster. Alors, le premier aspect, c'est en fait la volonté de mieux protéger les technologies et les données américaines et surtout de freiner leur contribution au développement technologique et économique chinois pour des raisons de sécurité nationale. Afin de réaliser cet objectif, il y a bien sûr eu la diplomatie de sensibilisation aux menaces que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a également eu la volonté d'exercer des représailles contre les pratiques commerciales dites prédatrices de la Chine, comme j'évoquais en introduction, avec les questions de vol de propriété intellectuelle, de subventions illégales accordées aux entreprises chinoises. Et en représailles à ça, comme vous le savez bien, les États-Unis, sous Donald Trump, ont imposé des droits de douane à partir de janvier 2018, puis en 2019, dont la plupart sont encore en place pour l'instant. Ensuite, en réponse au risque de cyberespionnage et de contrôle des données américaines, ce qui représente un risque pour la sécurité nationale selon les États-Unis ont choisi d'imposer des sanctions et des restrictions sur les exportations vers la Chine, en plaçant certaines entreprises de la tech chinoise sur une liste noire qui les empêche en fait, d'importer des biens et des services américains, voire d'autres pays. Avec, à partir d'avril 2018, l'équipementier en télécom ZTE placé sur liste noire et 8 autres entreprises. Et bien sûr, en mai 2019, d'autres entreprises de la tech, dont le fameux cas Huawei, et des menaces imposées à d'autres applications plutôt chinoises comme TikTok ou WeChat, même si ces menaces ont pour l'instant été retirées par l'administration Biden. Et enfin, le dernier point, c'est en réponse à la menace sur la sécurité nationale que représente l'acquisition de certaines entreprises stratégiques américaines par des entreprises chinoises, les États-Unis ont choisi de renforcer les pouvoirs d'un comité qui s'appelle le Committee on Foreign Investment in the United States, qui est en fait chargé de contrôler les investissements étrangers, et notamment chinois, dans les entreprises américaines. Un exemple de son rôle qui est assez parlant, c'était le cas Grindr, puisque Grindr est une application de rencontre pour les personnes LGBTQ et qui avait été acheté par l'entreprise chinoise Beijing Kowloon Tech. Et ce comité a déclaré que c'était une menace pour la sécurité nationale et a forcé l'entreprise chinoise à vendre ses parts de Grindr. Alors, ça peut paraître étonnant de se dire qu'une entreprise, qu'une application de rencontre soit stratégique pour la sécurité nationale, mais en fait, c'est bien sûr toujours la question de contrôle des données, puisque cette entreprise, en tant qu'application de rencontre, collecte beaucoup de données personnelles sur des citoyens américains, des données de localisation, etc.
le deuxième objectif, c'est donc, oui, objectif qui regroupe un grand nombre de politiques, c'est celui d'essayer de faire en sorte que les États-Unis courent plus vite, donc run faster que ses compétiteurs. Alors, ça recouvre un ensemble de réformes et de politiques, avec notamment pour but de préserver l'avance technologique du département de la Défense, à la fois en augmentant son budget dédié à l'innovation et en essayant de faire en sorte que les innovations du secteur privé puissent être intégrées plus facilement au sein du département de la Défense et à être utiles pour le secteur militaire. Ça, c'était le rôle de la Defense Innovation Unit qui a été créée en 2015 justement pour faciliter ce transfert. C'est également l'objectif d'un grand nombre d'initiatives qui se sont concentrées sur certaines technologies stratégiques pour essayer de préserver l'avance technologique du département de la Défense, mais même plus largement de l'avance technologique des États-Unis. Et donc, il y a eu toute une série d'initiatives pour encourager et financer le développement de technologies jugées critiques, comme les puces électroniques, tout le secteur du quantique ou l'intelligence artificielle, par exemple, avec une myriade d'initiatives dont je vous passerai la liste, qui ont été menées à la fois par le Congrès, la Maison-Blanche ou des agences gouvernementales spécifiques. Et ce serait le seul exemple que je donnerais. Un des exemples récents qui visait justement cet objectif, c'est le US Innovation and Competition Act de 2021, qui a été adopté au Sénat en juin de cette année. Et s'il est voté par la Chambre des représentants, il fournirait justement 250 milliards à un éventail de technologies comme celles que j'ai pu citer tout à l'heure, qui sont jugées critiques par le gouvernement américain. Et un autre objectif de cette loi, c'est d'essayer de renforcer la présence américaine dans les instances qui définissent les standards internationaux en réaction à justement la très forte augmentation d'influence de la Chine dans ces instances, qui était soutenue par l'État et dont vous parlera sans doute bien mieux que moi Antoine Bondas, qui parlera juste après moi. Donc, en allant à l'encontre de la tendance américaine un peu de laisser faire les entreprises privées, cette loi vise à essayer de renforcer la présence américaine dans ces instances, dans la mesure où les enjeux de standardisation s'annoncent vraiment comme un enjeu de puissance à l'avenir et même déjà aujourd'hui. Et enfin, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que le président Biden, aujourd'hui et lors de son adresse au Congrès, etc., a vraiment souligné que tout son plan, qu'il appelle le plan Build Back Better, d'investissement dans l'éducation au sens très large et dans les infrastructures, a en fait pour objectif très clairement ou en tout cas est justifié par l'objectif de gagner la compétition du 21e siècle contre les compétiteurs américains et bien sûr en premier lieu contre la Chine. Pour conclure, je dirais simplement que si les méthodes de l'administration de Trump n'ont clairement pas fait l'unanimité, toutefois, la nécessité d'adopter une ligne plus ferme envers la Chine pour répondre à ce qui est perçu comme une menace contre le leadership et la prééminence américaine, cette nécessité de renforcer la ligne, elle fait consensus parmi les deux partis. Et ça, c'est le cas dès la fin du deuxième mandat d'Obama et de manière encore plus ostensible sous les administrations de Trump et Biden. Au point même, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'être vraiment l'argument utilisé et mis en avant qui justifie une grande partie des politiques qui sont fondamentalement internes et assez loin de la politique étrangère des États-Unis. L'inconvénient peut-être de cette pression bipartisane, c'est qu'elle laisse très peu de marge au président Biden pour dévier de la ligne agressive du président Trump, ce qui explique entre autres la dégradation très forte actuellement des relations sino-américaines qui, à mon avis, ne risque pas de s'améliorer de sitôt. Et je finirai ici. Merci beaucoup Mathilde. Vous avez de chaleureux applaudissements dans l'amphi. Antoine, maintenant, nous faire un point sur la Chine maintenant. Antoine Bondaz, un chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po. À vous Antoine. Merci. Alors l'idée, c'était juste de vous présenter assez rapidement les questions d'efforts en Chine en matière de normalisation
et d'aller un petit peu dans le fond du sujet avec quelques chiffres qui sont quand même, voilà, au cours de ces quelques minutes de présentation, des chiffres un peu plus précis pour un peu prendre conscience de ce qui se passe. Alors, je commencerai par, comme on le fait souvent hein, sur la Chine, par citer le secrétaire général du Parti communiste chinois, donc Xi Jinping, qui disait au début de cette année, hein, la Chine travaillera avec toutes les parties pour promouvoir la connectivité matérielle des infrastructures et la connectivité immatérielle des normes pour garantir des canaux sans entrave pour la coopération en matière de commerce et d'investissement. Et donc, on a depuis déjà plusieurs années, et même de très nombreuses années, des signaux de Chine, hein, et puis l'annonce d'ambition extrêmement forte en matière de normalisation, et notamment pour, je cite encore une fois le secrétaire général du parti, inscrire la sagesse chinoise dans les normes internationales. On a en réalité assez peu de déclarations au plus haut niveau en dehors de ces quelques remarques. Et ce qui est intéressant, c'est notamment de revenir sur les dirigeants des organisations techniques en Chine, et par exemple Tian Sherong, qui est aujourd'hui le directeur de l'administration de la normalisation en Chine. Et lorsqu'en 2016, la Chine a entamé une profonde réforme hein, de son système et son écosystème de normalisation, j'y reviendrai, il a annoncé que l'objectif hein, était de promouvoir le brevetage de la technologie, la normalisation des brevets et l'industrialisation des normes, et que les normes chinoises et l'internationalisation des normes chinoises notamment étaient des ressources stratégiques aujourd'hui dans la concurrence scientifique et économique mondiale. Et il est vrai que la Chine a évidemment hein, fait de très grands progrès dans ce domaine-là, et notamment Huawei, dont on parle beaucoup pour les technologies 5G, est en fait aujourd'hui devenu un symbole de la Chine en Chine, y compris en matière de normalisation. Parce que non seulement Huawei est extrêmement active, l'entreprise au sein des organisations internationales, elle a aujourd'hui plus de 400 experts dédiés à l'élaboration de nouvelles normes techniques, et au sein de l'Union internationale des télécommunications, en matière notamment de protocoles pour les réseaux fixes et mobiles, près d'un quart des membres des comités techniques sont issus directement de Huawei. Et donc, Huawei aujourd'hui, hein, c'est devenu le premier déposant de brevets Standard Essential Patents pour la 5G notamment. Et Huawei a réussi, comme le disait et le recommandait Tian Sherong auparavant, à développer à la fois des produits, de la technologie et des normes, les trois évidemment allant ensemble. Et pour donner un exemple, le groupe de Shenzhen, il produit ainsi des smartphones qui sont équipés d'une puce, qui utilise une technologie propre à l'entreprise et qui répond à la norme qu'on appelle Polar Code, qui a été proposée par Huawei et adoptée par l'organisation de normalisation qu'on appelle 3GPP. Et donc, les ambitions de la Chine en matière de normalisation, elles font l'objet d'un grand nombre d'articles aujourd'hui. Hein. On présente souvent ce qu'on appelle le plan China Standards 2035. J'y reviendrai, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout une stratégie, hein, c'est un programme de recherche. On parle beaucoup de la présence de la Chine au sein des organisations internationales, que ce soit donc l'Organisation internationale de normalisation ou que ce soit la Commission électrotechnique internationale. Et on ne compte plus le nombre d'articles hein, qui parlent d'une hégémonie à venir de la Chine ou la volonté de la Chine de réécrire les règles internationales. Ce qui est important, c'est de rappeler que la Chine, elle demeure en retard en réalité dans l'élaboration de ces normes internationales, et qu'aujourd'hui, la Chine, elle n'est à l'origine que de 1,8% des normes internationales qui sont actuellement utilisées. Donc je ne parle pas des nouvelles normes votées, je parle du stock, entre guillemets, hein, de normes internationales, de normes techniques internationales. La Chine est à l'origine de 1,8%. Alors c'est une progression très importante par rapport au début des années 2010, où la Chine ne représentait que 0,7% des normes, mais elle est encore extrêmement loin des États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon et la France, qui ensemble représentent quasiment 90%, plus de 90% des normes techniques internationales. Et donc l'idée, très rapidement, parce que je ne vais pas non plus, je vous enverrai si vous voulez un article qui sera encore plus précis que ça, mais il y a peut-être trois grandes choses qui sont importantes. Premièrement, c'est la refonte du système national de normalisation. En Chine, il y a eu toute une évolution à partir de 2015. L'objectif était de phaser cela en trois phases, hein, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, pour monter en gamme progressivement, et y compris pour améliorer hein, l'influence chinoise dans l'établissement de normes internationales. On a eu toute une réforme hein, du système de normalisation
en Chine, on avait auparavant des normes obligatoires et des normes volontaires. Et dans les normes obligatoires et volontaires, 3 types de normes, les normes nationales, les normes industrielles et les normes locales. Et désormais, dans le nouveau système, il n'y a plus que les normes nationales qui sont obligatoires. Et dans les normes volontaires, il y a des normes nationales, industrielles et locales. Surtout, il y a une réforme des acteurs de la normalisation avec la création d'un énorme organisme, d'une administration d'État pour la régulation du marché, qui s'occupe de la normalisation, mais qui va bien au-delà, puisqu'elle règle aussi les questions de concurrence, etc. C'est ce qu'on appelle la SAMR. Et au sein de la SAMR, la fusion de plusieurs organismes qui ont créé donc l'administration de normalisation de la Chine, qu'on appelle désormais la SAC, donc la Standardization Agency of China. Ce qu'il faut bien expliquer, je vous enverrai encore une fois un lien où vous aurez des graphiques, etc. Il y a plus d'acteurs que ça, évidemment, qui définissent des normes internationales, et notamment des normes techniques en Chine. Il ne faut pas oublier le rôle du ministère de l'Industrie et des technologies de l'information, qui a un rôle fondamental, mais également le ministère des Transports, l'administration pour le cyberespace en Chine, ou même le ministère pour la sécurité publique. Un point très rapide sur China Standards 2035, parce qu'on en parle beaucoup ces dernières années, on en entend beaucoup parler, y compris dans la presse chinoise, et c'est souvent très mal expliqué, et surtout c'est faux. Parce qu'entre guillemets, il y a des erreurs factuelles dans la façon dont c'est présenté. China Standards 2035 n'est pas une stratégie. China 2035 est un programme de recherche qui est mis en avant, enfin qui est coordonné par notamment la SAMR, donc cette administration d'État, et le directeur de la SAC, donc l'administration pour la standardisation, et c'est tout ça en lien avec l'Académie chinoise d'ingénierie. Et donc en fait, l'idée de China Standards 2035, c'était en 2018 de lancer un programme de recherche sur quelles devaient être justement les ambitions, la stratégie future de la Chine, etc. En janvier 2020, on sait qu'il y a eu une réunion pour clôturer le programme de recherche China Standards 2035 et qu'un nouveau projet de recherche a été initié qui s'appelle littéralement en chinois « Recherche sur la stratégie de développement de la normalisation nationale ». Et pour l'instant, on est plus d'un an après, 1 an et demi après, on n'a pas de compte-rendu, on n'a pas de bilan qui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que la Chine aujourd'hui, en termes d'image, fait très attention. Elle sait que si elle communique trop sur ses ambitions, alors il y a une réaction. C'est notamment ce qui s'est passé avec ce dont je parlais précédemment, le fameux plan Made in China 2025, qui en réalité a inquiété beaucoup de pays à l'étranger et a été utilisé, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, pour montrer qu'il fallait réagir aux ambitions de la Chine. Et donc là, la Chine, évidemment, communique beaucoup moins sur le 2035. L'autre point qui est très important, c'est les ambitions internationales de la Chine, mais avec des résultats qui sont quand même limités. Entre guillemets, il faut les relativiser. La Chine, aujourd'hui, elle ne domine pas ces organisations internationales. Ce qui est très important, c'est que les ambitions de la Chine, elles sont anciennes. Dès la première loi sur la standardisation de 1989, dans son article 4, il était indiqué que la Chine encourageait activement évidemment, la Chine non seulement a adopté des normes internationales, mais aussi a pesé davantage dans leur élaboration. Et la loi de 2019, évidemment, est beaucoup plus explicite sur cela. Et les ambitions de la Chine, elles ont été symbolisées, évidemment, par la nomination de dirigeants chinois, de dirigeants politiques chinois à des organisations clés. Ça a été le cas de Zhao Rolin en 2015 à l'Union internationale des télécommunications, et il est aujourd'hui encore en poste, il le sera jusqu'en 2023. C'était le cas de Zhang Xiaogang à la tête de l'ISO en 2015 et jusqu'en 2017. Et puis plus récemment, ça a été la nomination de Xu Dingyao à la tête de l'IEC, donc la Commission électrotechnique internationale. Il a été nommé en 2020 et son mandat se terminera en 2022. Et ce qui est clair, c'est que l'objectif de la Chine, il est triple, c'est accroître l'influence et la participation chinoise dans les organisations internationales, multiplier l'élaboration et l'adoption de normes internationales qui sont proposées par la Chine, et troisièmement, j'en parlerai juste après, encourager les pays inclus dans la Belt and Road Initiative, notamment, à adopter ces normes chinoises. Alors en termes de participation, c'est impressionnant, parce que si on prend aujourd'hui la participation active et en tant qu'observateur de la Chine dans les comités techniques à l'ISO ou à l'IEC, la Chine est dans les premières places. À l'ISO, elle est au sein de 743 comités techniques, tout comme le Royaume-Uni, devant la France, 742, et l'Allemagne, également 742. Et donc, elle est en pole position, en quelque sorte. Pareil dans l'IEC.
L'Allemagne participe à 189 comités techniques, la Chine 188, elle est en deuxième position. Mais ce qui est important, ce n'est pas de voir la participation en tant que telle. Oui, il y a plein de Chinois, entre guillemets, des représentants des entreprises et de l'administration qui participent à ces comités techniques, de fait. La question, c'est de savoir combien la Chine dirige le secrétariat, par exemple, des comités techniques, c'est-à-dire avoir la capacité, le fameux agenda setting, etc. Et là, c'est beaucoup moins. À l'ISO, par exemple, à l'ISO, la Chine est loin derrière l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 132. Vient ensuite les États-Unis, 99, le Japon, 81, la France, 79, le Royaume-Uni, 77 et la Chine, 71. Elle est en 6e position. À l'IEC, elle est en 7e position, derrière l'Italie. Et donc ça, c'est important, il faut le relativiser. Donc, elle est beaucoup plus active, elle a une hausse de ses responsabilités de fait, mais ce n'est pas encore du tout une hégémonie comme c'est parfois présenté. Par contre, ce qui est clair, c'est que par rapport à d'autres pays émergents, là, la Chine se démarque considérablement. Et si on compare par exemple à l'Inde, la Chine est non seulement beaucoup plus présente en tant que participation, elle est aussi beaucoup plus active en termes de secrétariat. Je vous disais 71, secrétariat à l'ISO, l'Inde c'est 11. La Chine à l'IEC, c'est 12 secrétariats techniques, l'Inde c'est 0. Et donc évidemment, par rapport à l'Inde, il y a une grande différence. Sur la question des données un peu plus chiffrées sur combien de normes sont déposées, etc., je vous enverrai un document, comme ça vous aurez des chiffres beaucoup plus précis. Mais là où je voudrais juste insister pour finir, c'est qu'on se concentre beaucoup dans la volonté chinoise d'établir des normes internationales dans les très hautes technologies. Et on se concentre quasiment que sur Huawei. Moi-même, j'ai commencé ma petite présentation là par Huawei. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'en réalité, la Chine se concentre avant tout, non pas sur les très hautes technologies en termes de normalisation et de standardisation, mais sur des technologies, entre guillemets, plutôt moyennes, mais à destination des pays en développement. Et dans ce cadre-là, les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, etc., ont été vraiment extrêmement importantes comme un outil pour la Chine pour être plus influente vis-à-vis de ces pays-là. Malheureusement, on se concentre beaucoup sur la Chine en disant, entre guillemets, les Belt and Road Initiative, pardon, que c'est uniquement pour faire des infrastructures, c'est bien au-delà de ça. Et pour ceux qui travaillent vraiment sur la Belt and Road Initiative depuis 2013 et notamment 2015, quand les premiers plans ont été présentés, ils savent bien que ça va bien au-delà des infrastructures. Et pour vous donner juste un exemple, en parallèle de ces fameux forums sur les routes de la soie, la Chine a organisé des réunions spéciales sur ces questions de standardisation, que 12 pays à l'époque avaient signé un document qui s'appelait Renforcer la coopération en matière de normalisation pour promouvoir l'initiative commune de construction des routes de la soie, d'épargne des noms un peu longs, et qui a plein d'exemples de coopération extrêmement concrètes, dans les chemins de fer avec le Kenya, dans l'agriculture avec le Laos, dans la télévision avec le Pakistan, ou encore dans l'aviation civile avec la Russie. Et donc, juste pour finir, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se concentrer que sur les très hautes technologies, et que dans un spectre beaucoup plus large, et notamment dans les technologies qui sont très utiles pour les pays en développement, la Chine a été extrêmement active ces dernières années, et ça, c'est un peu l'angle mort. À force de se concentrer uniquement sur les hautes technologies et ce qui nous intéresse directement en tant qu'Européens, en tant qu'Américains, on a laissé, entre guillemets, de la place beaucoup plus qu'auparavant à la Chine vis-à-vis des pays en développement. Ouais, je m'arrête là, et puis après, je serai ravi de répondre à vos questions sur des questions aussi un peu plus larges, s'il y a besoin, évidemment. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Ouais, cette question des normes, elle est très importante. Et puis pour nous, juristes en propriété intellectuelle, elle pose la question ensuite des octrois de licence sur ces brevets essentiels qui répondent à des normes précises. Les licences FRAND, qui sont fair, reasonable et non discriminatory. Donc voilà, il y a une question qui se pose réellement en propriété intellectuelle. Moi, je ne connais pas spécialement les enjeux, je ne suis pas spécialiste de la matière, mais il y a un lien très certain. Alors, on s'était dit qu'on faisait une petite vingtaine, quinzaine de minutes de discussion un peu ouverte sur des sujets d'intérêt commun entre Mathilde et Antoine. Hop.
Alors, j'avais, moi, peut-être une question qui va se porter, j'en avais discuté avec vous, Mathilde, sur le vol de propriété intellectuelle. Est-ce que, enfin, c'est un sujet qui revient souvent dans les médias, qui revient aussi dans les cours qu'on donne en droit de la propriété intellectuelle, mais est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un fantasme purement américain pour dénoncer, pointer du doigt l'OMC à la Chine, l'inverse, pointer du doigt la Chine à l'OMC. Est-ce qu'il y a encore cette pratique de vol de propriété intellectuelle et est-ce que ça fait partie de la politique chinoise d'innovation? Alors, sur la politique chinoise d'innovation, je pense que M. Bondaz pourra sans doute répondre bien mieux que moi. Mais c'est vrai que ça fait encore largement partie des revendications américaines. Et d'ailleurs, les estimations, bon, certes américaines, comme on le dit tout à l'heure, de vol de propriété intellectuelle et aussi de transfert de technologie forcée, c'est que ça coûte entre 225 et 600 milliards aux entreprises américaines tous les ans. Donc, c'est vrai que ça reste encore un problème conséquent. Après, il y a eu des grandes améliorations, des grands progrès en matière de protection de la propriété intellectuelle en Chine, comme ça avait été évoqué dans la table ronde avec les cours de justice spécialisés, etc., comme on le disait tout à l'heure. Il semble, mais ça peut être intéressant effectivement de voir ce que vous en pensez, Monsieur Bondaz, sur la question, que ça dépend beaucoup des secteurs et qu'il y a un système presque à deux niveaux, avec les secteurs où la Chine est déjà montée en gamme et très compétitive, voire détient certaines des technologies clés et dans ce cas-là, a tendance à, mieux peut-être garantir le droit de la propriété intellectuelle avec une propriété intellectuelle mieux protégée, moins de vols et moins de transferts forcés de technologies, et des secteurs qui ont été décrétés comme stratégiques, où la Chine est peut-être un peu moins compétitive et où il y a plutôt une augmentation ces dernières années des transferts forcés de technologies pour avoir accès au marché américain au marché chinois pour les entreprises qui veulent investir le marché chinois, comme dans le secteur des appareils médicaux, de l'aérospatial, de l'aviation ou de la pétrochimie ou le secteur pharmaceutique. Mais en termes de vol de propriété intellectuelle purement, il semble que ce soit quand même moins, en tout cas des manœuvres moins grossières que ce qu'on a pu voir par le passé. Mais je serais intéressée de savoir ce que vous en pensez, Monsieur Bondaz. Ce qui est clair, c'est que je ne sais pas si les méthodes ont changé aussi en partie parce que les mécanismes de surveillance et de protection ont évolué. Et donc, évidemment, l'attention qui est portée par notamment les pays les plus développés, la surveillance de certains accords, a fait que la Chine a dû évoluer de fait et ne peut pas aujourd'hui utiliser les mêmes méthodes qu'elle utilisait dans les années 90 ou 2000. Je pense que là où il faut vraiment insister, et je le disais précédemment, c'est qu'il y a une vraie évolution, et Mathilde l'a parfaitement montré dans sa présentation aux États-Unis, sur le fait de considérer aujourd'hui la Chine comme un rival, non pas systémique comme les Européens, mais pour le coup vraiment stratégique, voire y compris comme une menace de plus en plus explicite. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Bon. Et là-dessus, les Américains ont parfaitement conscience de leur avance technologique et ont parfaitement conscience que c'est un de leurs atouts considérables et qu'il faut le conserver. Et donc, tout ce qui était jusqu'à présent des coopérations qui étaient acceptées, voire acceptables entre les États-Unis et la Chine, ne le sont plus désormais. Et donc, on a tout un mécanisme, et encore une fois, Mathilde en parlait, aux États-Unis pour protéger beaucoup plus, entre guillemets, le potentiel scientifique et technologique des États-Unis. Et la question va se poser, il faut être très clair, je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe pour l'instant, mais la question va se poser de plus en plus en Europe. En France, c'est notamment le rôle du SGDSN, de protéger le potentiel scientifique et technologique, que ce soit des entreprises, des universités, etc. Et qu'il va y avoir des questions en Europe sur cette question-là. Pour une raison simple, c'est que vous avez des marchés aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Royaume-Uni, au Canada, qui de fait, entre guillemets, sont en train de se fermer à la Chine en matière de coopération technologique. Alors, pas sur l'ensemble du spectre, encore une fois, mais sur toutes les technologies qui sont considérées comme duales ou en tout cas sensibles, et que l'Europe aujourd'hui, l'Europe continentale, entre guillemets, ça reste
non pas un terrain de jeu, mais en tout cas une destination extrêmement intéressante. Si aujourd'hui vous voulez des technologies de pointe et que vous ne pouvez plus aller dans les pays anglo-saxons plus, et ben vous allez aller en Europe continentale. Et donc il va y avoir une question qui se pose parce qu'il y a une prise de conscience en Europe et en même temps il va y avoir potentiellement des offensives, qu'elles soient licites ou illicites, de la Chine, de plus en plus importantes vis-à-vis de l'Europe. Et donc ça va être des négociations extrêmement importantes au niveau de la Commission, puis derrière au niveau du Conseil, au niveau des États membres, sur comment prévenir au maximum des transferts de technologies qui ne sont pas dans notre intérêt, comment protéger au maximum notre potentiel scientifique. Et là-dessus, il y aura très certainement des discussions et potentiellement des coordinations avec les États-Unis, avec le Japon, avec l'Australie, parce que eux, ça fait déjà quelques années qu'ils ont pris des mesures extrêmement fortes. Et aussi, sans doute, quelle coopération essayer de maintenir et de renforcer avec coopération scientifique, évidemment, avec la Chine, mais même coopération avec les États-Unis, où quand on voit le nouveau conseil, le China Technology Council, qui a été créé, on voit qu'il y a évidemment une forte opportunité de coopération transatlantique sur la question, alors que dans le même temps, la continuité, enfin, continuité, c'est peut-être un peu fort, mais les similitudes d'approche entre les administrations de Trump et Biden dans la brutalité de leur vision de la politique américaine face à la Chine et de la réaction qui est attendue pose problème, on l'a bien vu pour la France et du coup aussi pour l'Europe avec la question de la coopération qui devrait être renforcée et en même temps qui s'annonce parfois un peu tendue sur certains points. D'accord, ouais, merci. Et moi j'avais aussi une question alors sur un autre sujet, mais ou tout de même assez proche, parce qu'on n'est plus dans le vol de propriété intellectuelle, mais maintenant dans la contrefaçon. Moi, je me souviens quand on a commencé à parler des routes de la soie il y a quelques années, qui est devenu, sauf erreur, hein, la Belt and Road Initiative. Moi, je me rappelle d'une conférence à l'UNIFAB, qui est l'Union des fabricants, qui regroupe pas mal d'industriels français, où ils avaient fait une présentation sur les routes de la soie vont envahir de contrefaçon le marché français et européen. Est-ce que c'est réel, encore une fois, ou est-ce que c'est pareil, juste une défense des intérêts industriels européens basés sur un fantasme? Déjà, je pense qu'il faut un peu expliquer vraiment ce que sont les Belt and Road Initiatives, les routes de la soie, etc. Et un peu sortir du fantasme qui serait de dire soit c'est pour envahir le monde, soit c'est uniquement des infrastructures. C'est ni l'un ni l'autre. Les routes de la soie, c'est premièrement des concepts avant d'être des réalisations concrètes qui sont présentés par Xi Jinping, le secrétaire général, fin 2013, le premier au Kazakhstan et la seconde, la ceinture maritime, en Indonésie. L'idée à l'époque, c'est quoi? Les Américains sont en train de réaliser un pivot vers l'Asie, une stratégie de rééquilibrage vers l'Asie, annoncée à partir de fin 2011 et officialisée véritablement en fin 2011 à la fin de la première administration Obama. Et les Chinois mettent en avant la nécessité d'accroître l'interdépendance du continent sur le continent eurasiatique et notamment sur également le pourtour maritime du continent eurasiatique. En réalité, fin 2013 à 2015, il ne se passe rien. Rien du tout. Il y a eu 2 discours, mais il ne se passe rien. En 2014, il n'y a rien. Il n'y a pas aucune annonce ni rien. Il faut attendre mai 2015 pour que le Conseil d'État et la NRDC, donc la Commission nationale pour le développement, la Commission pour le développement national et la réforme, présentent un plan d'action qui aurait été la mise en œuvre de ces 2 visions, entre guillemets. Et à partir de là, on a des projets qui vont être annoncés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne part pas de zéro. En réalité, la Belt and Road Initiative, à l'époque One Belt, One Road, au bord, etc., Ida Ilou, c'est à l'époque un effort aussi de rationalisation de nombreuses initiatives qui existaient déjà. Et en fait, on a tout relabellisé. Donc en fait, tout ce qui était les projets de coopération, tout ce qui était des prêts accordés, parce qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, quand on parle d'aide publique au développement chinoise, ce n'est pas des dons qui sont faits comme les Européens. C'est avant tout des prêts. Alors des prêts, certains à prêts extrêmement faibles, parfois à taux faible, à taux zéro, etc. Mais ce n'est pas des dizaines de milliards d'euros que la Chine investit, entre guillemets, dans ces pays en faisant des dons. C'est avant tout des prêts qui sont accordés. Et donc,
l'objectif à l'époque, c'est de rationaliser ce qui existe déjà, de tout relabelliser et d'en faire une grande initiative politique de Xi Jinping et un marqueur de sa politique étrangère. Et ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît dans le monde comme grande initiative de politique étrangère? Rien. Il y avait la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la terreur, The War on Terror au début des années 2000, et il y a les Belt and Road Initiatives, grosso modo. Tout ce que sont les initiatives européennes, connectivité eurasiatique ou je ne sais quoi, personne ne les connaît, et même pas les Européens, pour être très honnête. Donc là-dessus, ils ont réussi. Alors évidemment, ce qui a été mis en avant à l'époque, c'est les projets d'infrastructure, parce que c'est le plus visible, et que du moment où on dit aux étrangers route de la soie, on imagine le déplacement physique de personnes. Donc que ce soit dans les ports, que ce soit dans les routes, que ce soit dans les voies ferrées, etc. Mais la Belt and Road, ça va bien plus loin. C'est encore une fois un effort d'intégration économique et d'accroissement de l'interdépendance, voire de la dépendance de certains pays. Et quand vous en parlez avec les dirigeants chinois, en fait, c'est ce qu'ils vous disent. Belt and Road, c'est interdépendance économique. Interdépendance plutôt asymétrique et plutôt en faveur de la Chine, parce que dans le cas des Belt and Road, vous avez par exemple la Belt and Road digitale. Et la question de la normalisation technique s'intègre dans la Belt and Road digitale. Vous avez, moi j'avais publié une note au tout début du Covid, quand les gens découvraient que la Chine faisait de la diplomatie sanitaire. Mais ce n'est pas nouveau, ça date depuis les années 60, où la Chine envoie des premières équipes en Algérie à l'époque, des équipes médicales. Elle a continué tout au long. 2014-2015, elle est extrêmement active en Afrique de l'Ouest lors de la crise Ebola. Il y a même des coopérations sino-américaines à l'époque. Et en 2017, et en 2015 plutôt, ça commence en 2015, il va y avoir une route de la soie de la santé, et en 2017, cette route de la soie de la santé s'inscrit dans les initiatives de l'OMS, c'est-à-dire qu'il y a un partenariat Chine-OMS sur les routes de la soie de la santé. Et en fait, tout ce qui se passe avec les masques, les vaccins, etc., ça s'intègre là-dedans. En fait, c'est des tendances qui existaient déjà. Donc en fait, Belt and Road, ça va amplifier des tendances de fond qui existaient, qui étaient des investissements dans les infrastructures, des investissements bien plus larges, la multiplication des ressortissants chinois, que ce soit touristes, business, étudiants, etc., qui sont basés à l'étranger, etc. Et donc, les routes de la soie, ce n'est pas en soi pour inonder le monde avec des produits et des contrefaçons. Ça va être bien plus loin que ça, en fait. La question, c'est comment est-ce qu'on renforce l'interdépendance et on rend la Chine comme un acteur incontournable et où, in fine, potentiellement, la Chine peut utiliser des leviers économiques à des fins politiques. Parce qu'il faut bien comprendre la mentalité du régime aujourd'hui. Ils ont parfaitement conscience que face aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes outils. Que les États-Unis, encore aujourd'hui, même si dans la presse, on aime à dire qu'ils sont déclinants, etc., restent la première puissance au monde. C'est ça la réalité. Et c'est une question de rapport de force, ce n'est pas une question de perception, ce n'est pas une question d'hypothèse, etc. La réalité, c'est que les Américains sont la première puissance économique et militaire encore aujourd'hui. Et que même si la Chine est la première puissance en termes de production manufacturière, en termes de puissance économique, c'est les États-Unis qui ont une influence démesurée sur les systèmes financiers, sur les systèmes d'innovation, etc. Et donc, l'objectif de la Chine à l'époque, qui continue aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, c'est quoi nos leviers face aux États-Unis pour réduire l'influence américaine? C'est le levier économique, ce n'est pas le levier militaire, ce n'est pas le levier des alliances. Donc, c'est le levier économique. Et ça a été vraiment décliné sur quasiment ces 10 dernières années, sur il faut que la Chine utilise son levier économique. Et là, le problème, et je finirai là-dessus, c'est que c'est contre-productif. Parce que la Chine a surestimé l'impact, ou en tout cas la façon dont elle pouvait utiliser ce levier économique. On l'a vu avec la Corée du Sud. À partir de 2017, ils sanctionnent la Corée du Sud, qui vient de déployer un système de défense antimissile américain. La Corée du Sud n'annule pas le déploiement. On l'a vu avec l'Australie, à partir de début 2020, avec des sanctions massives sur l'économie australienne, avec des biens dont certains étaient très dépendants du marché chinois, par exemple le vin. Et pour vous donner juste un chiffre, janvier 2020, 51% du vin rouge australien va en Chine. Un an après, janvier 2021, 1%. Donc vous êtes un exportateur de vin rouge australien, je peux vous assurer qu'entre janvier 2020 et janvier 2021, vous avez passé de mauvaises nuits à trouver des substitutions en termes de marché à l'exportation. Mais ça ne marche pas. Est-ce que l'Australie a changé sa politique vis-à-vis de la Chine? Non. Pire, elle se rapproche des États-Unis et comme on en a parlé tout à l'heure, elle se rapproche de façon extrêmement forte, extrêmement visible, et pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan de l'innovation, et ça, c'est un vrai problème. Et donc voilà, je pense que cette question économique et ces questions économiques, elles sont extrêmement importantes pour la Chine,
parce que la Chine considère que c'est, et encore aujourd'hui elle a raison, son principal levier. Sauf que ce levier, s'il est mal utilisé, peut être extrêmement contre-productif. Merci beaucoup, Antoine. Alors maintenant, il est 44. Peut-être qu'on peut passer aux questions du public. Il y en avait quelques-unes, notamment une à destination de Mathilde. Mathilde, je ne sais pas si vous la voyez, de David Oui, Lavorel dans le Q&A. absolument. Oui, sur la nouvelle loi chinoise qui restreint et interdit de faire sortir les données personnelles de la Chine, et une question sur le fait que est-ce que l'administration américaine travaille sur cet aspect de la problématique des données? Alors oui, oui, il se trouve que c'est en particulier pour les données de santé, c'est une question que le président Biden personnellement connaît assez bien parce qu'il avait déjà travaillé sur la question, et surtout la crise du Covid a bouleversé et fait prendre connaissance de certaines vulnérabilités du système, puisque la question des données, et notamment évidemment des données de santé, des données personnelles de santé, a pris un rôle très important avec la, la- la- la nécessité de gérer la crise grâce aux données. Et en plus, il y a un certain consensus bipartisan sur la nécessité de mieux protéger les données, parce que pour l'instant, la question des données aux États-Unis est régulée par des régulations qui sont très sectorielles, donc assez limitées. Et il y a un consensus bipartisan sur une nécessité de les protéger de manière plus large. La question qui divise plutôt, c'est sur la question du droit des États, puisqu'aux États-Unis, toujours, on a ce problème entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des États. Et donc, ça c'est un peu plus compliqué sans doute que dans d'autres régions pour essayer de trouver une loi qui satisfait tout le monde, mais ils travaillent totalement dessus. Surtout que ça pourrait faciliter l'arrivée de certaines entreprises américaines en Europe, par exemple, puisque pour l'instant, elles se sont fait globalement bloquer par la loi RGPD et le fait que, en général, les dirigeants et les entreprises européennes ne sont pas absolument ravis du fait que les données, une fois passées par des entreprises américaines, ne sont plus du tout protégées et peuvent arriver au gouvernement en toute facilité, en toute légalité. Donc, comme en sachant que ça pourrait aussi leur faciliter euh, l'investissement du marché européen, ça fait partie des avantages de la question. Et justement, si vous voulez, je pourrais également vous envoyer, euh, en tentant de maîtriser la technologie tel Antoine Bondaz, le lien vers une note qui est sortie plus spécifiquement sur les données de santé, mais qui est vraiment très intéressante parce qu'elle montre que face au modèle européen qui est très régulatoire, on a vu, comme vous le disiez, monsieur David Lavorel, on peut imaginer une certaine convergence du modèle chinois qui également se rapproche peut-être un peu du modèle européen avec plus de régulation. Et on peut imaginer également un rapprochement du modèle américain vers plus de régulation, vers ce modèle européen. La question étant de savoir si ça va se faire au bénéfice des Européens ou non, dans la mesure où ils ne disposent pas de géants du numérique et de capacités d'analyse de données semblables aux géants chinois ou américains. Voilà, je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à la question, mais je vais envoyer le lien de la note qui concerne plus spécifiquement les données de santé, mais qui évoque tout à fait l'aspect américain que vous évoquez dans votre question. Oui, il y avait d'autres questions aussi. Alors, dans la discussion et dans le chat, il y a une autre question, David Lavorel, encore à destination d'Antoine. Les entreprises chinoises sont de plus en plus présentes dans les comités techniques. Les entreprises des autres pays, notamment européens, ne les avaient-ils pas un peu délaissées, facilitant de fait une influence chinoise grandissante? Alors, sur ce point, bien sûr, et moi, comme je le dis souvent, j'étais, par exemple, hier à Berlin pour ce qu'on appelle un dialogue Weimar plus Suez, donc grosso modo France, Allemagne, Pologne plus États-Unis. Et sur la session Chine où j'intervenais, ce que j'ai rappelé, parce que c'est très bien de dire que la Chine fait plein de choses, etc., de critiquer la Chine. À un moment, les forces de la Chine, c'est nos propres faiblesses. Quand vous êtes incapable, entre occidentaux, de vous mettre d'accord pour des nominations pour soutenir plutôt une candidature unique dans certaines organisations des Nations Unies, eh bien effectivement, la Chine peut en profiter, elle a tout à fait raison de le faire. La nomination à la FAO, donc c'est à l'organisation en charge des questions alimentaires et agricoles, etc., est un exemple de cela. Les Français n'ont pas été capables, même s'il y avait
une candidature commune au niveau européen, de s'assurer du soutien clair et explicite des Occidentaux et puis derrière de rallier les pays émergents et les pays en développement. Et donc là-dessus, il y a une vraie responsabilité des Européens et des Américains aussi. Pendant trop longtemps, les Américains n'ont pas suffisamment investi dans les organisations internationales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin du mandat de l'administration Trump, il a été nommé, Mark Lippert, un ambassadeur dédié au niveau de l'ONU, entre guillemets. Alors, ce n'est pas l'ambassadeur à l'ONU, mais c'est un ambassadeur en charge, grosso modo, de contrer la Chine dans les organisations internationales. Et là-dessus, ce qui est très important, encore une fois, c'est qu'il faut rappeler que les Européens et les Américains, en termes d'influence des organisations internationales, c'est considérable. On a beaucoup parlé de la Chine et l'OMS. Mais qui finance l'ONU aujourd'hui? C'est avant tout les États-Unis et les Européens. Qui est au capital du FMI? C'est avant tout les Américains et les Européens. Qui finance les opérations de maintien de la paix? C'est avant tout les Américains et les Européens. Qui sont les principaux donneurs d'aide publique au développement? Ce sont les Américains et les Européens, ce ne sont pas les Chinois, y compris en termes de construction d'infrastructures, etc. Le Japon, par exemple, fait plus en Asie du Sud-Est que la Chine. C'est ça la réalité. Le problème qu'on a, c'est un problème de communication. Les Européens, notamment, sont incapables de communiquer. On l'a vu avec les vaccins, on l'a vu avec plein d'autres choses. Les Européens ont du mal à se coordonner, parce que oui, il y a le niveau des États membres, il y a le niveau de l'Union européenne. Quand on parle de l'aide des Européens, il ne faut pas regarder que l'Union européenne. Et je vous invite dans les statistiques, quand vous allez sur les bases de données de l'Union européenne, il faut regarder États membres plus Union européenne. Et là, vous voyez les leviers considérables dont disposent les Européens. Et donc, le manque si vous voulez, quand vous avez été dans les organisations internationales, et notamment l'ISO, l'IEC, etc., complètement dominants, et pour le coup, les Européens et les Américains ont été hégémoniques, parce qu'il n'y avait personne d'autre, entre guillemets. Évidemment, quand vous avez des nouveaux pays qui arrivent, vous vous laissez un peu surprendre, parce qu'au début, vous ne les prenez pas au sérieux. Et la Chine a fait ce que n'importe quel autre pays avec des capacités comme la Chine a fait, c'est qu'elle a profité de cela, et elle a eu raison de le faire pour accroître son influence, sa participation, etc. Mais là où, encore une fois, les Européens ont des leviers considérables, c'est que s'ils communiquent mieux et s'ils se coordonnent, ils ont encore une influence qui est considérable. Et aujourd'hui, si on considère qu'il y a un groupe de pays qui est le plus influent dans les organisations internationales, c'est de loin les Européens ou plus largement les Occidentaux. C'est ça la réalité des organisations internationales. Ce n'est pas la Chine qui est hégémonique aujourd'hui à l'ONU. Ce n'est pas le cas. Il faut dire que c'est tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Simplement, le travail de sape opéré par l'administration de Trump à tous les niveaux. Moi, j'étais par exemple au ministère des Affaires étrangères au sein de l'équipe qui s'occupe de la politique française au sein du Conseil national de sécurité. C'était un enfer de négocier avec les Américains. Donc, c'est certain qu'en groupe, la coordination renforcerait tout à fait notre position, et tout à fait d'accord aussi sur la question de la communication. Mais c'est vrai que je pense que même au niveau de la guerre commerciale, par exemple, les tarifs imposés de manière complètement unilatérale ont aussi sapé. Enfin, c'était une conséquence assez inévitable que ça allait saper la gouvernance multilatérale du commerce et l'OMC. Même dans l'accord de Phase One, il y a absolument zéro dépendance par exemple, sur pour la résolution des conflits, sur le mécanisme de l'OMC. C'est vraiment un mécanisme totalement bilatéral qui, du coup, par son existence même, sape l'existence de la gouvernance multilatérale dans lequel, pourtant, effectivement, les Occidentaux pouvaient se C'est le problème des Européens, s'ils réfléchissent en fonction au niveau des États membres et du rapport de force par État, aucun Européen, y compris l'Allemagne, ne fait le poids. Et d'où la question d'autant plus importante de la coordination, non pas tant entre l'Union européenne, enfin les Européens et les Américains, mais surtout entre Européens. C'est uniquement en coordonnant les Européens qu'on aura la masse critique pour pouvoir non pas faire contrepoids, mais en tout cas pouvoir ne serait-ce que défendre nos intérêts face aux États-Unis et à la Chine. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors après, ce n'est pas dans tous les domaines. Dans les questions, pour l'instant, militaires, je pense que c'est un fantasme et qu'on n'a pas les capacités. Et au moins dans les questions économiques, dans les questions de régulation, dans les questions de normes internationales, c'est typiquement là où quand même l'Europe, si elle est unie et se coordonne, a des leviers considérables.
Et justement, est-ce que l'Europe nous, on a un conseil des ADPIC à l'OMC sur les questions de propriété intellectuelle. Est-ce que l'Europe, les États-Unis, est-ce que déjà les États-Unis, est-ce qu'ils ont boudé l'OMC? Est-ce qu'ils vont revenir en force à l'OMC sous Biden par rapport à Trump? Et est-ce que les Européens peuvent contrer l'influence chinoise qui est grandissante et la Chine qui est en soutien des pays sur des revendications, notamment sur les vaccins? Est-ce que quel sera l'avenir sur ces questions-là à l'OMC? Alors, quel sera l'avenir? N'étant pas Madame Irma, je ne vais pas m'avancer sur des, des affirmations absolues, mais c'est sûr que l'administration Biden a montré une volonté de revenir peut-être pas en force, mais davantage dans les organisations multilatérales et notamment à l'OMC, sauf que leurs différends et leurs revendications quant à l'organisme de résolution des différends n'étant toujours pas réglés, à ma connaissance, ils bloquent toujours la nomination de nouvelles personnes au sein de ce mécanisme, ce qui fait qu'il ne peut pas fonctionner. Donc, je pense que la relation des États-Unis avec l'OMC risque d'être toujours compliquée sur ce plan spécifique-là. Après, je pense que fondamentalement, la multiplication de tous les accords plurilatéraux va finir par leur poser un problème immédiat. On l'a vu avec la récente candidature de la Chine pour rejoindre le CPTPP, l'accord ex-TPP qui avait quitté le président Trump. Je pense que ce n'est pas vraiment dans leur intérêt de se voir se multiplier des accords plurilatéraux dans lesquels ils ne sont pas intégrés et qui leur ôtent nécessairement de l'influence. Après, sur la question des vaccins, je pense que ça concernait plus la Chine ou quelle était... C'était effectivement une surprise en tout cas de la part des Européens, de voir un positionnement de l'administration américaine favorable à la levée aux waivers des brevets sur la question des vaccins. Je pense que encore une fois, ce n'était pas forcément fait de manière très coordonnée avec les Européens qui ont pu être désagréablement surpris. Mais comme la question risque d'être celle de la production des vaccins plus que celle de la propriété intellectuelle en tant que telle, je ne sais pas si ça sera vraiment absolument décisif, à part, encore une fois, en termes de communication et d'image, puisque les États-Unis ont vraiment mis le paquet sur leur participation à COVAX, à quel point ils étaient... Alors qu'encore une fois, par rapport à l'Union européenne, il me semble que les chiffres en termes de vaccins contribués à l'ensemble COVAX, c'est beaucoup plus important de la part des pays européens que de la part des États-Unis. Mais bon, la maîtrise de la communication penche clairement en faveur des Américains, notamment avec l'annonce grandiloquente de cette position favorable à la levée des brevets. Et là où la Chine est bonne aussi, c'est de très très rapidement construire des sites de production en dehors de Chine, ce que n'ont pas fait les Européens, ce que n'ont pas fait les Américains, et qui permet d'envoyer un message aux pays en développement en disant nous sommes désormais votre partenaire en termes de santé mondiale, en termes de production aujourd'hui de vaccins, demain de médicaments. Et ce qu'ils sont en train de faire en Serbie, ce qu'ils sont en train de faire dans les pays africains, au Brésil, etc., est extrêmement important. Et ça s'intègre encore une fois dans des dimensions et des tendances beaucoup plus anciennes, puisqu'il suffit de prendre le plan Healthy China 2030, et dedans, vous avez tous ces objectifs qui sont affichés, c'est faire de la Chine un leader mondial dans les biotech, et surtout renforcer les partenariats avec les pays en développement. Et ça, c'est souvent un peu le problème des Européens. Ils se sont tellement concentrés sur leurs relations bilatérales avec la Chine qu'ils ont eu tendance à sous-estimer l'importance des relations entre la Chine et les pays en développement. Or, aujourd'hui, pour la Chine, la priorité, ce sont les pays en développement. Non pas parce qu'ils sont plus importants que les pays développés. Les échanges aujourd'hui, ils restent majoritairement avec l'Union européenne, les États-Unis, etc. Mais le potentiel de croissance et surtout le terrain de jeu, entre guillemets, c'est beaucoup plus intéressant dans les pays en développement que dans les pays développés où la régulation est de plus en plus hostile à la Chine, le climat politique est en train de changer, il y a une concurrence qui est plus forte. Et là-dessus, je pense que les Européens, notamment, doivent un peu se réveiller parce que ce n'est pas seulement la question de la Chine chez eux, entre guillemets, sur leur marché, c'est aussi la question de la compétition internationale dans les marchés émergents. Et puis, parce qu'on parlait de la communication tout à l'heure, je me permets de revenir dessus. Il me semble que la communication chinoise, justement, vis-à-vis des vaccins, de la production des vaccins et de la distribution, a été
très forte et assez agressive envers les États-Unis en soulignant à la fois les faibles chiffres, le fait que les États-Unis ont mis du temps à annoncer des vraies contributions et gardent aussi un certain nombre de doses pour les boosters pour leur propre population. Et la Chine a pu exploiter ces éléments de communication assez massivement auprès des pays en développement pour souligner voilà, son rôle en tant que fournisseur de santé mondiale par rapport à celui du leader américain en déclin et enfermé dans un certain égoïsme. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. C'était très clair, c'était intéressant et ça nous permet à nous, simples juristes, d'avoir une autre vision des choses, plus complexe, bien sûr. Et un grand merci à tous les deux. Si vous n'avez rien à ajouter, on peut clore cette discussion. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci à vous.